Et s'il était possible de soigner une maladie sans chirurgie et sans pilule, mais avec de la poussière de cellules? Cette matière, invisible à l'œil nu, pourrait réparer des tissus, soigner des inflammations chroniques et changer la vie de millions de personnes. Sur le fil de l'innovation, un podcast du CNRS. Cette semaine, nous sommes à Paris où nous retrouvons Amanda Brun pour découvrir les prochaines avancées de la médecine régénérative. Bonjour Amanda. Bonjour César. Alors ravi de te retrouver ici. On est à l'université Paris-Descartes. Amanda, tu es directrice de recherche au CNRS et pharmacienne de formation. On va parler cette semaine de la médecine régénérative pour réparer ou remplacer des tissus ou des organes endommagés en utilisant des éléments vivants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui ? Avec plaisir, je suis ravie de discuter avec toi et surtout ravie de parler d'un de mes sujets préférés, les biothérapies. Donc, les biothérapies sont des thérapies issues du vivant, ne sont pas produites chimiquement comme la plupart des médicaments que nous achetons en pharmacie. Les biothérapies sont produites à partir des cellules vivantes. Mais je m'intéresse à un type de biothérapie bien particulier, les vésicules extracellulaires. Alors, pour faire simple, on pourrait dire que c'est de la poussière de cellules. Ça, ce terme poussière de cellules, c'est pas moi qui ai inventé, c'est comme ça qu'on parlait au tout début de ces vésicules extracellulaires. On ne savait pas trop à quoi ça servait, donc on sait juste que les cellules émettaient des poussières. D'accord. Et ces poussières étaient des vésicules extracellulaires. Aujourd'hui, on sait que ces vésicules, elles ont un potentiel régénératif qui est assez proche des cellules souches, des cellules stromales. Elles ont un effet régénératif sur différents organes défaillants. Nous avons travaillé sur des méthodes de stimulation physique des cellules pour libérer massivement des vésicules extracellulaires. Pourquoi c'est aussi intéressant, les vésicules extracellulaires? Cette poussière de cellules, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, ces vésicules extracellulaires, elles ont des biomolécules comme les cellules stromales, comme les cellules souches elles-mêmes. Donc, c'est des protéines thérapeutiques, de l'ARN et d'autres biomolécules. Et donc, c'est grâce à cette signature moléculaire qu'elles peuvent donc capturer les propriétés thérapeutiques des cellules productrices. Et c'est grâce à cette composition qui est assez hétérogène, qu'il y a un potentiel thérapeutique pour différents organes défaillants. Est-ce qu'on pourrait résumer ça en disant finalement que les cellules, entre guillemets, s'échangent de la poussière et donc des informations par ce canal-là, c'est ça ? Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc ton objet à toi, c'est de dire, tiens, comment on pourrait utiliser cette poussière de cellules pour intégrer un traitement dedans ? Exactement. Les molécules thérapeutiques, elles sortent spontanément dans ces vésicules extracellulaires. Et notre travail, ça va être de produire plus de ces vésicules extracellulaires. Et c'est plus qu'arracher, disons, cette poussière de la cellule, c'est de la faire libérer. Donc ce processus-là, c'est ce qu'on appelle de la bioproduction. Peut-être pour donner un exemple très concret pour nos éditeurs, toi tu testes cette technologie pour traiter notamment la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une inflammation chronique de l'intestin qui provoque des douleurs, des diarrhées et parfois des complications qu'on appelle des fistules. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une fistule et pourquoi c'est difficile aussi à soigner Alors la fistule, pour faire simple, c'est un tunnel, c'est un trou entre un organe du tube digestif et la peau, ou bien entre deux organes du tube digestif. Et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour les patients parce c'est douloureux, ça récidive. C'est un cauchemar pour le clinicien qui n'arrive pas à traiter ses patients. Donc, on a commencé à travailler sur les fistules en raison justement d'un besoin médical non satisfait. C'est grâce à une collaboration avec un collègue chercheur, Gabriel Ramy, à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui cherchait des traitements pour ces patients. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sont touchées, par exemple, en Europe, par ces fistules ? Les fistules digestives, ça peut concerner jusqu'à 1 million de patients en Europe. Et les vésicules extracellulaires, dans le contexte de la fistule, ça pourrait être très intéressant pour traiter localement. Surtout dans notre cas, on combine un gel, c'est-à-dire qu'on peut injecter à froid ces vésicules qui vont prendre la forme de la fistule. Et ensuite, avec la température corporelle, ça se gélifie. Et les vésicules vont être libérées via les sécrétions de la fistule, petit à petit, dans le site de la maladie. Donc finalement, on vient boucher en quelque sorte le tunnel pour permettre à la fistule de cicatriser. Exactement. Est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur de patients qu'on peut traiter aujourd'hui avec des vésicules extracellulaires ? Nous sommes capables de produire dans un bioréacteur de 10 litres
la dose suffisante pour un essai clinique précoce, une dizaine, vingtaine de patients, pendant que d'autres sont plutôt avec des bioréacteurs de 500 litres, ce qui coûte bien évidemment beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus complexe. Pour traiter le même nombre de patients ? Oui. Donc vous avez besoin de 50 fois moins d'espace pour traiter autant de patients. Tout à fait. C'est une révolution. Espérons. Amanda, on va parler maintenant de ton parcours. Comment t'es venue l'idée de travailler sur la bioproduction de vésicules extracellulaires ? Alors, j'avais besoin de les produire pour les étudier. J'ai passé plus de temps à les produire que les étudier. Parce que les cellules, elles libèrent spontanément ces vésicules extracellulaires, mais très peu. Donc, l'idée, c'était d'essayer de travailler sur la bioproduction, parce qu'il y avait ce besoin pour les étudier, mais bien évidemment, c'est un besoin beaucoup plus large au niveau de la bioproduction en tant que biomédicament. Et surtout, si on a l'objectif que ça devienne, et c'est notre objectif qu'à terme, ça puisse devenir un traitement accessible. Très bien. Donc, tu as cofondé une entreprise qui s'appelle Eversome pour industrialiser la technologie que tu as développée. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de te lancer dans la création de cette start-up et qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est pas quelque chose que j'ai prévu. Au départ, j'avais pas prévu ma carrière comme ça, de devenir cofondatrice. Au départ, je voyais mon métier de chercheuse, d'être là, d'avoir des hypothèses, d'essayer de générer de la connaissance et je pensais que mon métier était ça. C'est venu déjà à partir de travail avec mon collègue clinicien qui apportait le besoin de ces patients, ce besoin médical non satisfait. Là, c'est devenu plus que des hypothèses, des métriques. Donc, tu avais un collègue qui était gastro-entérologue et qui disait « J'ai un challenge qui est de réussir à trouver une solution pour mes patients ». C'est ça. Et donc, le travail est devenu la recherche d'une solution thérapeutique au-delà de tester des hypothèses au laboratoire, ce qui est très important. Mais il y avait aussi cet objectif très concret. Donc, nous avons avancé, nous avons pu traiter un premier patient, même une série de 6 patients, nous avons publié. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais l'idée, c'était de pouvoir avoir un traitement qui bénéficie le plus grand nombre. Et c'est là où on arrive à la limite de ce qui peut être fait avec les financements qui sont académiques. Donc, à partir d'un moment où on veut avoir une thérapie qui puisse bénéficier le plus grand nombre, il faut que ça devienne une thérapie qui soit rentable économiquement, qui puisse intéresser le capital privé pour développer un médicament à terme. Qu'est-ce que tu apportes, toi, dans cette entreprise ? Au départ, je travaillais dans le transfert de technologies pour que tous les procédés qui étaient mis en place au labo puissent être transférés à la start-up. Et aujourd'hui, c'est surtout du conseil. Donc aussi, quand il y a des questions, ça peut être des questions des investisseurs, ça peut être des questions aussi en lien avec l'Agence européenne du médicament, parce que Eversome avance vers les essais cliniques, je suis là. Et quand tu t'es lancé dans cette aventure-là, tu avais aussi envie de te former finalement au pont entre la recherche et l'innovation ? C'est venu après. Au départ, ma préoccupation, c'était le transfert des technologies. Une fois que ça s'était fait, là, j'ai senti le besoin de comprendre un peu plus le projet dans son intégralité, de comprendre à la fois les aspects scientifiques, mais aussi les aspects business. Et c'est là où j'ai eu très envie de me former. Et alors aujourd'hui, tu consacres à la fois une partie de ton temps à la recherche, une partie de ton temps sur cet aspect économique, et puis tu consacres aussi une partie de ton temps à aider d'autres chercheurs à sauter le pas de l'innovation. C'est quelque chose qui me motive beaucoup parce que je pense que comme moi, comme je n'ai pas prévu dans ma carrière de faire ça, je pense qu'il y en a quand même pas mal de collègues qui n'ont pas prévu non plus. Et je pense que ça serait dommage de passer à côté de cette possibilité parce que c'est une expérience qui est quand même unique, qui peut être à la fois intéressante pour les chercheurs et pour la société. Oui. Donc peut-être qu'il y a des craintes que j'avais et qu'aujourd'hui j'en ai plus. Parler plus ouvertement de ce que c'est la valorisation, je trouve que c'est important parce que c'est un choix pour les chercheurs, mais je pense que la vraie liberté pour choisir, elle arrive quand on connaît vraiment les choix qu'on a. On arrive à la conclusion de cet épisode. Amanda, c'est quoi la plus grande fierté dans ton parcours ? Je dirais que c'est d'avoir un bioprocédé qui marche parce que il faut que ça marche tous les jours. Il faut que tous les jours, on puisse en produire massivement des vésicules extracellulaires. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent à temps plein.
il y a une utilité pour ces vésicules extracellulaires et comme notre procédé il est à fort rendement, on peut envisager un essai clinique et d'envisager tous ces patients qui pourront être traités à terme avec cette thérapie qui pourra bien sûr coûter moins cher. Très bien, merci beaucoup Amanda. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sur le fil de l'innovation. Le réseau des ambassadeurs de l'innovation du CNRS accompagne les chercheurs et ingénieurs dans le transfert de leurs résultats de recherche vers le monde socio-économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cnrs.fr. À bientôt pour découvrir un autre parcours inspirant d'innovateurs.